Bonjour, bienvenue tout le monde dans mon salon Santé Consciente. Écoutez, c'est un concept, ça fait 4 ans que tout se passe dans mon salon depuis le début de la COVID. Alors maintenant que l'Institut de la Santé Consciente est créé et a pris son envol avec les conférences interactives, j'ai eu l'idée de faire des entrevues avec un paquet d'intervenants de différentes disciplines de la santé intégrative pour vous les faire découvrir. Mon invitée d'aujourd'hui, vous la connaissez peut-être déjà, par contre, puisqu'elle est passée à Tout le monde en parle, entre autres en 2019, pour parler de la surmédicalisation des enfants atteints de TDAH ou diagnostiqués avec un TDAH. Et on la voit parfois aux nouvelles. Alors, Valérie Labbé, pédiatre dans la région de Québec, bienvenue dans mon salon Santé Consciente. Merci d'être là. Bien, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Écoute, je suis contente que tu sois là parce que la santé de nos enfants, quand même, ça nous tient à cœur. Et depuis quelques années, on en parle beaucoup plus qu'avant. La pandémie a probablement exacerbé aussi tous les problèmes de santé mentale chez nos jeunes. Mais comment vont nos enfants, Valérie? Parce que mon constat, ma lecture actuelle, c'est qu'ils vont pas si bien que ça. Moi, je te dirais que c'est mon constat aussi. On est probablement biaisé aussi, je l'espère, parce que les patients qu'on voit, la clientèle pédiatrique qu'on voit dans nos bureaux, ils sont en consultation pédiatrique, alors on est en deuxième ligne. Mais on a vu un grand changement là, dans les dernières années, et en particulier là, post-COVID. On a vu beaucoup de cas justement d'enfants là, qui souffraient et plus de problématiques de santé mentale que de santé physique. Je Ouais. dirais qu'on est assez bon maintenant en santé physique. Les gens vont de mieux en mieux de ce côté-là et c'est pas ça qui prend le plus clair de notre temps. Dans nos consultations, en consultation externe, on voit plutôt des problématiques de santé mentale. Alors, on parle d'anxiété chez les enfants, de TDAH, de troubles alimentaires, de troubles d'opposition, troubles de comportement. Bref, ce sont des enfants qui vont pas bien, qui ont de la difficulté avec la gestion de leurs émotions souvent. Ils se sentent pas bien, puis ils viennent nous consulter dans ce cadre-là. Souvent, ça ne fonctionne plus bien à l'école et à la maison, et les parents cherchent de l'aide finalement là, en venant nous voir là, dans notre bureau. Puis, à quoi en fait, c'est quoi la cause, d'après toi, de tout ça? Parce que, bon, je le constate moi aussi, puis mes enfants sont rendus plus vieux quand même, sont dans la jeune vingtaine. Mon fils vient d'avoir un bébé. Alors, ça va être ta prochaine clientèle, puisqu'il est dans la région de Québec. Mais ceci dit, c'est quoi ta lecture de tout ça? Pourquoi ça va si mal chez nos jeunes actuellement? Je pense qu'il y a eu plusieurs changements. Là. Juste, moi, je regarde aussi, moi, j'ai une jeune ado, je regarde comment j'ai été élevée, ou est-ce que, tu sais, on parle souvent des écrans, là, mais ça fait tellement partie de la vie maintenant de nos jeunes. Ils sont toujours branchés là-dessus. Tout le temps qu'ils passent sur les écrans, ils ne le passent pas à faire d'autres choses, à faire des activités physiques, à aller jouer dehors. Les enfants sont de plus en plus surspécialisés aussi dans leurs activités. Alors, ils vont choisir un sport et ils vont avoir des compétitions là-dedans et ils vont performer. Il y a beaucoup, tu sais, comme de performances, même quand on est en dehors là, du scolaire. Hum. Je pense que tout ça a un impact. Puis notre rythme de vie à nous aussi, les adultes, on est aussi, quand on voit les jeunes qui vont pas bien, ben, les familles vont pas bien aussi. Puis des fois, ce sont les parents qui ont commencé à aller moins bien, puis ça a eu un impact sur les enfants. Des fois, c'est l'inverse, mais tout ça, c'est relié. En fait, on est tous reliés entre nous. Et je dirais que nos enfants vont pas bien, mais c'est le reflet de la société actuelle aussi, là, où est-ce qu'on vit très pressé dans la performance. La compétition, la comparaison, le jugement, la critique. Bref, Tout ça fait ça. partie de toute la pression qu'on met aussi sur nos enfants. Écoute, j'ai 1 million de questions par rapport à tout ça. On va commencer par une entrevue que j'ai faite l'année dernière avec un jeune papa dont la fille était, on va parler de TDAH, là. Elle était diagnostiquée TDAH, en plus d'avoir un léger retard intellectuel dû à une autre condition. TDAH avec des crises d'épilepsie, désorganisation, etc. Et il y a une nutritionniste à Sainte-Justine qui l'a pris en charge, qui a coupé le sucre dans
son alimentation. Et dans l'espace de quelques jours, la petite fille, puis on peut la nommer parce que le père en a beaucoup parlé publiquement, Elisabeth, elle a été, ils ont coupé les médicaments pour le TDAH, puis après ça, ils ont coupé les médicaments aussi pour ses crises d'épilepsie. Alors, comment ça se fait que dans le système de santé actuellement, on commence pas par regarder justement l'alimentation de nos enfants, leurs habitudes de vie, tout ce qu'on voit finalement et qu'on a vu ensemble quand on était au Congrès de la santé intégrative, parce que là, je veux dire aux gens que tu étais au Congrès de la santé intégrative et au sommet l'année dernière au Spiceman, ce qui fait que, comment ça se fait qu'on va pas là? Je ne sais pas. J'aimerais ça, moi aussi, qu'on y aille beaucoup plus par la prévention. Puis c'était un de mes désirs les plus chers, en fait, en 2019, lorsque j'étais passée à Tout le monde en parle. C'était pas seulement pour dire, écoutez, il y a de la surmédicalisation, mais c'était aussi pour dire un peu à la population, voici où nous en sommes actuellement. On est rendu à l'adolescence à médicamenter au-delà de 15% de nos enfants avec des psychostimulants et ça va de plus en plus en augmentant. Est-ce qu'on veut continuer dans ce sens-là ou comme société, on se dit, bon, ben, on va regarder, OK, c'est quoi les causes de tout ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Effectivement, l'alimentation, les sucres raffinés et tout ça, c'est pas, tu sais, on le dit souvent, là, c'est pas une saine alimentation, puis ça peut nous affecter. On parle de plus en plus là, du microbiote intestinal, tout ça, c'est relié ensemble, le microbiote intestinal avec notre santé mentale, anxiété, dépression. Ce ne sont pas des données qui sont encore il y a beaucoup d'études là, qui se font en ce moment et on en parle de plus en plus. On n'en parle pas directement dans nos conférences en médecine. On en parle en santé intégrative beaucoup, mais pas encore en médecine. Alors, ce sont des données émergentes, comme on dirait, qui sont très intéressantes à aller vérifier. Et puis, on sait que dans les crises d'épilepsie, entre autres, un des traitements qui est proposé quand les anti-épileptiques ne fonctionnent pas, c'est une diète cétogène. Et Voilà. parfois, ça va être cette diète-là, là, qui va aller régler le problème là, de certains jeunes épileptiques. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec le papa et sa fille, Elisabeth, qui a été, en fait, ils l'ont mis sur la diététiste, ou en tout cas la nutritionniste, mis sur une diète cétogène. On va expliquer, là, ceux qui savent pas c'est quoi cétogène, c'est le keto, en fait. C'est donc diminuer les glucides, le moins possible de glucides dans l'alimentation, pas de sucre raffiné, mais pas non plus de pain, pâte, patate parce que c'est plein de glucides, ou en tout cas un minimum de tout ça. Et ça a complètement transformé son expérience à la petite fille qui a 7 ans. C'est pas quelque chose qui est utilisé fréquemment, effectivement. On l'utilise plus en dernier recours qu'en premier recours, mais ça fait partie des stratégies thérapeutiques qui peuvent être envisagées. Ceci dit, si vous nous écoutez, vous avez un enfant qui est épileptique, là, allez pas cesser les médicaments tout de suite. Là. Il faut que ça soit discuté avec un médecin, justement, une nutritionniste. Est-ce que ça pourrait être une option dans le cas de mon enfant? Ceci ne s'applique pas à tous les enfants, mais certains cas peuvent s'appliquer, puis ça peut être une option thérapeutique. Absolument, mais là, je suis en train de te parler de toute façon de quelque chose qui s'est passé à Sainte-Justine. Donc, ça s'est passé dans un protocole médical. Exact. Avec justement une équipe multidisciplinaire parce que c'est pas juste le pédiatre qui était là, mais c'était la nutritionniste, puis c'était aussi d'autres professionnels. Et c'est ça l'intérêt de la santé intégrative, c'est-à-dire que tout le monde partage ses connaissances, met ça en commun et finalement, ça bénéficie au patient qui est, lui, au centre de sa propre santé. Tout à fait, parce que souvent, tu sais, on va utiliser comme médecin on se doit aussi, là, selon notre code de déontologie, d'utiliser les traitements evidence-based, alors qui ont été prouvés. Veux-tu l'expliquer? Prouvé par la science, qu'il y a des études qui sont derrière tout ça pour bien le prouver, que des pairs ont regardé ces études-là, ont approuvé, alors, on doit offrir ces choix-là en premier à notre patient. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que des fois, c'est ça, tu sais, comme il y a d'autres approches qui pourraient aussi être parlées, qui sont peut-être comme moins evidence-based, moins en première place, mais qui ont quand même montré des résultats aussi intéressants. Et
ces approches-là sont moins discutées dans notre pratique médicale. On les apprend moins aussi à l'école de médecine. On nous apprend beaucoup plus le traitement via le pharmaceutique, les médicaments, et on parle moins des approches complémentaires en santé. Ben écoute, moi, je parlais, j'ai fait une autre entrevue l'année dernière, en fait au printemps dernier avec Catherine Bouchard, que tu connais quand même bien, Oui. qui est médecin et qui est omnipraticienne, et qui me disait que sa belle-fille qui étudie en médecine aujourd'hui, là, on parle pas d'il y a 10 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, dans son cours de médecine, l'alimentation, le cours d'alimentation, ça dure 3 heures et essentiellement, le prof leur a dit, ça joue aucun rôle, fait qu'on perd pas de temps là-dessus. Et là, je reprends les mots que j'ai entendus. Ce qui fait que il me semble que c'est un non-sens, puisqu'il me semble que tout le monde sait aujourd'hui que c'est la première affaire à regarder en partant, puisque c'est le carburant qu'on met dans notre véhicule. Exactement, c'est un peu dommage, mais je pense que ça va se modifier parce que j'ai entendu dire que l'Université Laval pensait justement, en anglais, on parle du lifestyle medicine, la médecine par le mode de vie. Le mode de vie, exactement. Puis il y a un cours qui va être donné là-dessus. Puis il y a plusieurs étudiants qui s'y intéressent aussi. Alors, j'ose croire qu'on est devant une ouverture à regarder un petit peu là, hors du pharmaceutique, justement, puis regarder la base des saines habitudes de vie, hein, qui sont toujours l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Et puis, la gestion du stress. Exactement. Puis avec tout ça, c'est nos meilleurs piliers, là, finalement, là, pour garder une bonne santé. Et moi, j'ajoute à ça, évidemment, toute la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie intérieure, la méditation, avoir un sens à sa vie, avoir l'impression qu'on contribue avec nos talents. Bref, tout ça fait en sorte, ce qu'on appelle l'ikigai chez les Japonais, fait en sorte que les centenaires qui sont les plus en forme sont dans des zones où est-ce que les zones bleues qu'on appelle, oui, parce que l'ikigai est très important parce qu'ils ont un sens à leur vie, puis ils ont une communauté, puis ils œuvrent dans la communauté. Fait que si on met tout ça ensemble, ça fait en sorte qu'on a une médecine préventive qui pourrait transformer la donne actuellement. Exactement. Je vais parler de mon fils pendant qu'on en parle, parce que mon fils est TDAH. À côté, s'il nous écoute, il va dire « Oh, OK, la mère », mais bon, ceci dit, il était turbulent quand il était jeune et on a vraiment contourné la médication pendant tout son primaire, tout son secondaire et ses premières années de cégep en lui faisant faire du sport. Oui, mais ça, c'est sûr que c'est le numéro 1. Alors, le hockey-études a sauvé notre fils de la médication et ça faisait en sorte qu'il était gérable, puis il était bon à l'école. C'est juste parce qu'il était turbulent, puis bon Dieu, il ne retient pas du voisin. Moi, c'est le basketball qui m'a sauvé la vie quand j'étais jeune. Sinon, c'est clair que les religieuses m'auraient décapité. Alors, et c'est sûr qu'il y a un effet là, avec la baisse de l'activité physique dans la population en général. Il y a effectivement une montée du TDAH là, comme subséquente là, parce que ça va ensemble là, beaucoup. Là. Pour avoir une meilleure attention, une meilleure concentration, le sport fait partie des saines habitudes de vie. Des solutions, c'est sûr. Et moi, je trouve ça vraiment important de mettre ça sur la table parce que tu as commencé en disant le temps d'écran. Hein, nos enfants, et c'est vraiment un problème actuellement, sont scotchés à leur téléphone, ce qui fait que non seulement ils ne bougent pas, mais en plus, et moi, ce qui m'inquiète, je te dirais à plus long terme, même si je ne suis pas de nature inquiète, c'est vraiment que les effets de ça, cette surstimulation-là sur le système nerveux. Ah, mais c'est sûr que ça l'agit, là. Quand on va à des conférences, là, des fois, là, ils nous parlent des effets sur le cerveau, là, c'est épeurant, là, parce que, justement, ces écrans-là, puis, tu sais, ils le savent, les gens qui ont conçu les TikTok, les ci, puis tout ça, ça va vite, ça demande une attention de courte durée, on repasse à un autre, et puis, le cerveau, c'est comme un muscle, alors plus on va, comme utiliser une portion de notre cerveau, plus elle va être forte au détriment de d'autres portions de notre cerveau. Alors, je t'explique, tu sais, comme, dans le fond, les enfants sont habitués à ce que ça aille vite, 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 sont capables de faire des fois, tu sais, comme peut-être plusieurs choses en même temps, d'avoir une attention divisée. Par contre, pour l'attention soutenue, qui est requise pour l'école, être capable de se concentrer pendant une assez longue période devant quelque chose qui n'est pas très stimulant nécessairement,
Ben ça, Ça ils fonctionne. sont beaucoup, beaucoup moins bons qu'il y a quelques années parce que c'est moins musclé cette partie-là. Plus on fait d'écran, moins on passe de temps à faire de la lecture, moins on passe de temps à faire d'autres activités qui demandaient une attention plus soutenue. Alors, c'est ça, là, on fait en sorte présentement que les cerveaux de presque tout le monde, parce que presque tout le monde est sur les écrans, devient avec un peu plus TDAH, là, tu sais, comme avec la difficulté à se concentrer. Ah, moi, je peux vraiment le voir chez les jeunes autour de moi qui n'ont pas de diagnostic et qui n'avaient pas nécessairement une propension à être TDAH et qui sont tous au moins TDA s'il n'y a pas le H qui vient avec. Exact. C'est un déficit d'attention vraiment causé par leurs petits appareils. Puis là, ce qu'on comprend, là, c'est que c'est très bien pensé, cette affaire-là, dans le sens où est-ce qu'à chaque fois que tu as un like, un ding, une cloche, une notification, ça stimule la dopamine. Exact, ça, c'est notre système de récompense. C'est ça. Puis là, les enfants, ce système de récompense-là, il est comme instantané, là, fait qu'ils aiment ça, cette charge-là de dopamine. Mais pas tout, c'est pas juste les enfants, là, tous les êtres humains aiment ça, c'est un bon sentiment. Sauf que c'est ça, ça crée d'autres problèmes après ça, parce que là, notre cerveau, il aime ça, recevoir cette décharge-là de dopamine, alors il recherche à en avoir. Ça crée une dépendance, en fait. Et c'est pour ça qu'on est tous devenus dépendants, c'est que ça fonctionne très, 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 très bien. Oui, absolument. Puis ce que je trouve aussi un peu triste dans tout ça, c'est que c'est pas juste les enfants, les parents également. Si on va au centre, n'importe où on va au restaurant, par exemple, les parents sont sur leur téléphone, les enfants sont sur leur téléphone, il n'y a plus personne vraiment. Et ça, je sais pas, évidemment, c'est ni une affaire de pédiatre, ni une affaire d'animatrice de téléweb, c'est une affaire de société. Mais comment tu vois qu'on pourrait peut-être transformer ça un petit peu puis ramener ça à plus d'humanité? Bien, c'est sûr que la première des choses, il faut s'en rendre compte. Il faut provoquer des moments où est-ce qu'on ne l'a pas. Alors, la gestion de ces appareils-là est vraiment problématique. Ce ne sont pas tous les parents qui sont capables de bien gérer ça, de bien mettre des limites. Et je ne mets pas la blâme sur les parents parce que c'est très difficile. Quand l'enfant est en train de jouer à un jeu vidéo ou est-ce qu'il est très haut dans sa dopamine et qu'on lui enlève, c'est un sevrage rapide et puis là, il va réagir, là, il va faire une crise, c'est très, très, très difficile. Alors, c'est un défi réel. Si on le fait, le plus de gens qui vont le faire, et, et redonner aux enfants là, comme le goût de faire d'autres activités que les écrans, si on en fait comme un peu tout le monde ensemble. Parce que si l'enfant dit ben, le soir, papa, maman, écoute, toutes mes amies sont sur leurs écrans, ben, c'est sûr que lui, il va vouloir faire la même chose aussi. Si on dit bon, ben, ce soir, on va tout dehors, puis on va jouer dehors ensemble, puis les parents s'y mettent aussi, ben, ça fait un effet de groupe, puis c'est plus facile. Maintenant, comment réussir à faire ça dans nos vies actuellement? Moi, j'ai de la misère à croire qu'on va avoir une solution rapide là-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quand il faut aller pour qu'on ait tellement de gens qui soient souffrants pour dire là, ça n'a plus de bon sens, on arrête. Ça va peut-être prendre justement des maladies du système nerveux documentées pour en arriver à transformer tout ça. On ne se le souhaite pas, mais juste quand je vois les jeunes parents qui sont tout à fait aussi accros que leurs enfants, c'est quand même symptomatique là, de quelque chose qui doit se transformer. Ah, tout à fait. C'est le défi. En fait, pour moi, là, je dis des fois aux parents, on s'en va vers une société comme de robotisation. J'ai l'impression que c'est les premières étapes d'une robotisation de l'humain. Je trouve ça dommage. C'est pas l'avenue que j'aurais choisie, mais on dirait que tout nous pousse vers ça. Absolument, absolument. Écoute, je veux parler aussi de santé intégrative parce que justement,
Moi, j'ai vécu une expérience avec mes enfants quand ils étaient jeunes, dont j'ai parlé à la télé à l'époque parce que j'animais un show qui s'appelait Souper de filles dans les années 2000. J'ai même donné la recette. Je la donnerai pas ce midi, mais je vais quand même parler de ça parce qu'avec un de mes amis qui était à l'époque chiro et naturopathe, j'ai guéri mes enfants de l'asthme en passant par-dessus les médicaments parce que, entre autres, mon fils il y avait 2 sortes de pompes. Il devait prendre des pompes 4 fois par jour, 2 sortes de pompes différentes. La pédiatre m'avait dit à ce moment-là, écoutez, c'est la seule chose qu'on a. Il y avait des problèmes d'asthme, mais il y avait tout un profil qui allait avec aussi, de l'eczéma, des terreurs nocturnes, etc. Donc moi, j'ai suivi le protocole parce que j'ai pris ça au sérieux. Je rencontre mon ami naturopathe qui me dit, France, on peut vraiment contourner tout ça avec la chlorophylle. Et le truc, je vais le donner, mais essayez pas ça à la maison sans avoir une consultation avec un professionnel, mais le truc, c'était de mettre 20 gouttes de chlorophylle dans de l'eau propre, puis faire un petit lavement, remettre la couche par-dessus, 3 soirs en ligne. J'ai fait ça pendant 3 soirs. Je te jure, Valérie, j'ai jeté les pompes de mon fils. J'ai eu ma fille, la pédiatre m'a dit 2 ans et demi plus tard, je dis pas ça tout le temps, mais votre fille fait de l'asthme. J'ai dit, c'est beau, je sais quoi faire. Fait que j'ai fait le traitement. Elle n'a jamais eu de pompe. Quand j'en ai parlé à ma pédiatre à ce moment-là, elle m'a dit, écoute, c'est bien cute, Mme Gauthier, mais vous comprendrez que je ne peux pas utiliser ce truc-là puis commencer à donner ça à mes patientes. J'ai dit, non, mais vous pourriez peut-être vous intéresser à savoir pourquoi ça marche. Et j'en ai jamais rien entendu parler. Ceci dit, il y en a des trucs qui fonctionnent autres que la médication. Et les naturopathes les ont, les ostéopathes les ont, les chiros les ont, ces trucs-là. Et pourtant, ça ne se partage pas, ce savoir-là. Parle-moi de ce que toi, tu vis avec justement tes autres collègues de la santé intégrative, puis comment on pourrait accélérer ce partage de connaissances-là. En fait, c'est ça, notre code de déontologie, tu sais, comme nous dit justement de nous fier, tu sais, sur la science. Ensuite de ça, comme médecin, on doit aussi, si on fait des références, référer à des professionnels qui font partie d'ordre professionnel. Alors, une des barrières, là, c'est que les naturopathes, les ostéopathes n'ont pas d'ordre professionnel. Certains en demandent, puis le gouvernement, tu sais, comme va pas là, de l'avant là-dedans. Ceci dit, bon, l'asthme dont tu parles, tu sais, comme je connais pas justement qu'est-ce non, que tu on as peut pas parlé faire là, d'histoire de cas ici, là, je par comprends. rapport à ça et tout ça. Chez les jeunes enfants, il peut avoir, tu sais, ce qu'on appelle de l'asthme infantile qui finit par passer avec le temps. Là, il semble avoir eu comme une coïncidence, pas une coïncidence, mais en tout cas, bref, un résultat. Ça a été instantané, là, 3 soirs. Avec une petite poire de pharmacie, là, 3 soirs en ligne, c'était fini, j'ai jeté les pompes. Moi, en fait, qu'est-ce que j'aime de la santé intégrative, c'est qu'on rencontre justement plein d'autres professionnels qui nous livrent leurs connaissances et quand on va dans les congrès de santé intégrative, tous les présentateurs se doivent de présenter avec de la science derrière leurs propos. Alors, ils ne peuvent pas nous dire moi, j'ai essayé ça, puis ça a fait ci ou tout ça. Non. Ils doivent se fier à des études qui ont été faites et nous les présenter pour qu'on en sache un petit peu plus. J'adore ça parce qu'on rencontre des acupuncteurs, comme tu disais, des chiros, des ostéopathes, des naturopathes, des physiothérapeutes. Alors, Les ce sont psychologues, il y a toutes les professions. il y a de tous les professionnels de la santé, puis tout le monde a en tête d'améliorer, dans le fond, le bien-être global de l'individu, de la santé, même de la société. Et je trouve que c'est très, très riche comme rencontre. Et la science est quelque chose à laquelle je crois, évidemment, mais ne répond pas à tout. Et de plus en plus qu'on a des problèmes justement de santé autres qu'organiques, on se rend compte qu'il y a d'autres professionnels qui sont là, qui existent, qui ont des connaissances importantes et on dit que 76% de la population va consulter là, pour des méthodes alternatives. Alors, la plupart de nos patients consultent déjà ces professionnels-là. C'est dommage qu'on ne les connaisse pas. Exactement. Ou en tout cas, qu'on ne puisse pas partager les connaissances avec les gens en médecine traditionnelle. Là.
Exactement. Puis, le fait de les connaître et quand on en parle à nos patients, là, les patients, ils viennent les: «Ah oui, je peux vous en parler, on a le droit de vous en parler». Bien sûr, vous avez le droit de m'en parler. On veut que les gens aillent bien, que la santé aille bien Voilà. et se limiter à une seule approche et pas, toujours, comment je dirais ça? Ouais, c'est pas nécessairement efficace. Exactement, beh et puis il y a des fois que, c'est ça en s'ouvrant à d'autres alternatives, oups, c'est que Ouais. ça vient nous donner heu, qu'est-ce qui nous manquait là pour se sentir mieux. Alors, je pense que le partenariat entre professionnels devrait, être, de Un must, plus ça devrait finalement faire partie, vraiment. de la médecine en général, hein, tu sais, Puis de donner la un cours de possibilité aux médecine. gens de rencontrer ces autres professions-là pour apprendre à les connaître. Puis, c'est pas vrai qu'il se fait pas de recherche, dans leur domaine respectif. Il y a de la recherche qui se fait partout. Nous autres, en médecine, les compagnies pharmaceutiques, ils sont très, très riches, hein. Alors, c'est sûr que, ils Ce sont eux vont qui font les études, puis ils vous donnent les résultats. exactement, ils vont publier dans les revues les études qui ont des résultats positifs et parfois les études qui ont des résultats négatifs ou neutres ne seront pas publiées. Bref, c'est pas parfait. Il y a rien de parfait nulle part. Alors, je pense que d'être ouvert Un à avantage à s'unir. vraiment, Ouais. vraiment. Écoute, il y a quelqu'un ici qui dit, «Merci de vous pencher sur le sujet fort de sens, surtout en ce moment». Et il y a elle dit quelque chose d'intéressant, par contre, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Les clients en savent maintenant plus que les professionnels eux-mêmes. Moi, mon amoureux est naturopathe, il fait face à ça aussi. Les gens, ils arrivent avec Docteur Google, hein? Toi, tu vas avoir fait Exact. aussi du Docteur Google. Comment tu deals avec ça en bon J'en ai français? pas beaucoup de docteur Google parce que, comme je te dis, ma clientèle principale, c'est le psychosocial. Ouais. Puis là, c'est ça, ça va moins bien, puis tout ça, fait qu'ils me racontent un peu leur vie, leurs défis, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est sûr que dans la communauté médicale, on en entend de plus en plus parler. Puis je pense que c'est normal. Quand on a un problème de santé, ben, on va aller chercher les informations qu'on peut. Et c'est là le danger des fois parce que si on n'est pas un professionnel dans le domaine de la santé, ben, ça va être difficile de voir qu'est-ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qui l'est moins. Puis là, des fois, ça va mettre le doute dans notre esprit. Je pense qu'avoir un bon lien avec notre médecin, notre professionnel de la santé pour en discuter après, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il faut se garder une petite gêne un peu pour Dr. Google, là. On n'a pas étudié toutes ces années-là pour se faire remplacer tout de suite par Dr. Google. Peut-être éventuellement, mais pour l'instant, non. Je termine là-dessus, Valérie. Je voudrais t'entendre sur un sujet que je trouve extrêmement préoccupant présentement, c'est-à-dire la surmédicalisation, oui, du TDAH, mais chez les ados et les jeunes adultes qui se partagent les médicaments en disant « Hey, ça et ça, là, tu vas être plus concentré, tu vas avoir des meilleures notes. » Et là, ils vont aller se faire prescrire des médicaments parce qu'ils sont rendus à l'âge où ils peuvent le faire tout seuls, se faire prescrire des médicaments pour être plus performants aux examens. Je le vois partout autour de moi. Et c'est tellement banalisé. Puis finalement, c'est un peu comme si on leur disait « Oui, oui, c'est correct. » Et là, je vais mettre un gros mot là-dessus, là, mais je mets une image. C'est comme si « Oui, c'est correct. C'est comme de la coke. Là, prends-le, tu vas être concentré. » Puis après ça, mais l'affaire, c'est que c'est pris tout croche. Il n'y a pas de protocole qui est vraiment Mhm. surveillé là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ce Ben, c'est très phénomène-là? préoccupant. En fait, après notre passage à Tout le monde en parle, on avait fait une commission parlementaire où est-ce que justement on identifiait ce problème-là là, de médication de performance et il devait y avoir des actions de faites par le gouvernement. La COVID est arrivée, notre dossier qui est encore à jour, qui pourrait être repris n'importe quand par le gouvernement pour appliquer qu'est-ce qu'on avait dit en commission parlementaire. Ça n'a jamais été appliqué, là, finalement. Mais oui, c'est préoccupant. Puis oui, on sait que ça l'arrive. Puis on est comme impuissant devant ça parce que, je veux dire, c'est ça, les jeunes le font, ils le disent pas nécessairement. Puis l'accessibilité à cette médication-là est de plus en plus facile.
Oui, et c'est très dérangeant, je dirais, parce qu'en plus, ça les affecte ça affecte leur santé, ça affecte leur sommeil, ça affecte un paquet de trucs, ce qui Tout à peut pas fait. être sain en soi. C'est beaucoup, hein, tu sais, c'est ça, la performance, performance, performance. Moi, j'espère comme société qu'on change un petit peu, qu'on dévie un peu de cette route-là. Oui. Puis j'espère aussi, moi, mon souhait, en fait, là, ça serait qu'on apprenne aux enfants, au lieu de fixer sur la performance, mais dès le primaire, comment avoir une bonne santé, revenir sur les saines habitudes de vie. Apprendre finalement comment aussi notre corps fonctionne, comment Ouais. il est bon pour se guérir lui-même de virus. C'est quoi un virus? Quand est-ce qu'on a besoin d'un antibiotique? On a-tu vraiment besoin de ça? On devrait appeler ça des antibactériens. C'est contre les bactéries, alors que la plupart du temps, nos infections sont des infections virales. Mais les gens ont comme perdu ça, là, la notion de le corps peut se guérir tout seul. Absolument. Et on cherche la pilule magique partout, alors Exact. qu'effectivement, Puis il si est divinement créé pour se guérir lui-même. moi, je pense que si, tu sais, à la base là, de l'éducation, on remet ça au centre pour bien connaître notre corps, bien, peut-être que ça ferait partie de la solution, là, qu'après ça, on aura moins besoin de médication parce qu'on saura comment notre corps fonctionne, nos limites, qu'est-ce qu'il est capable de donner, comment on fait pour le faire fonctionner le mieux possible. Alors, Oui, moi, c'est mon souhait, là, et absolument. c'est ce que j'essaie de faire d'ici la fin de ma carrière. J'aimerais ça. Alors, je souhaite que tu vas réussir, puis on va t'aider à réussir. Merci beaucoup, Valérie Labbé, de ce magnifique entretien dans mon salon de santé consciente. Et écoute, on aura d'autres occasions de s'en reparler. Puis s'il y a beaucoup de questions, parce que là, je vais partager, puis merci de partager en grand nombre cette entrevue pour aider nos enfants, justement, et mieux comprendre comment on peut les aider de façon, je dirais, générale, là, pas seulement sur un problème, mais en général. Et à partir de là, plus ça va être partagé, plus on va en parler, plus on va arriver à des solutions ensemble. Le mot ensemble, je pense que ça termine bien l'entrevue. Exactement. Ensemble, on peut aller plus loin. Exactement, s'unir pour être plus fort. Merci beaucoup Valérie Labbé, au plaisir. Et comme j'allais dire, s'il y a beaucoup de questions, eh bien, il y aura la possibilité de organiser une conférence peut-être à un moment donné avec Valérie pour qu'elle puisse répondre à vos questions directement. Puis ça, on fait ça sur Zoom et c'est vraiment intéressant comme formule avec l'Institut de la santé consciente. Merci tout le monde, au plaisir. Merci Valérie. Au revoir.